Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette 5e édition des Conférences de la montagne. Nous avons lancé ce cycle de conférences il y a 3 ans pour provoquer des rencontres, des conversations entre le public et des personnalités de renom, pour approfondir des thèmes qui nous touchent et pour jeter un éclairage neuf sur le monde qui nous entoure. Il est fascinant de voir à quel point notre relation avec la musique a évolué à travers les générations. Je pense, par exemple, à mes grands-parents. Lorsqu'ils étaient jeunes, mes grands-parents, ils n'avaient que 2 façons d'écouter de la musique: en jouant eux-mêmes ou en se rendant dans une salle de concert ou à l'église ou en écoutant la parade de la fanfare locale. Aujourd'hui, l'Orchestre philharmonique de Vienne, au complet, peut vous accompagner dans l'autobus. C'est quand même un changement radical, hein? Parler de musique à l'Université de Montréal, c'est aussi une manière de montrer que notre campus n'est pas seulement un endroit où on assiste à des cours, où on fait de la recherche en laboratoire. Notre campus est aussi un lieu de création, de très belles créations, dans un large éventail de domaines comme le design, l'architecture, la muséologie, le cinéma, la littérature et bien sûr la musique. Au début du mois, des étudiants de notre faculté de musique présentaient l'opéra « Le songe d'une nuit ». Quelques semaines avant, les jeunes musiciens de l'Orchestre de l'Université de Montréal offraient un concert en compagnie du maestro Kent Nagano. Demain, c'est notre Bing Bang qui va se produire avec le saxophoniste Chris Potter. Dans notre ville, l'Université de Montréal compte donc parmi les lieux phares de la production culturelle. Comme le dit si bien notre conférencière de tout à l'heure, Lorraine Vaillancourt, nous produisons ici, sur notre campus, des œuvres nourries au savoir. Le savoir est notre source d'inspiration. Ce soir, nous sommes en excellente compagnie pour parler de notre rapport à la musique. François Girard est l'un de nos plus grands cinéastes, un metteur en scène de renommée internationale et un véritable passionné de musique. Son dernier film, Hochelaga Terre des âmes, qui se déroule ici même sur le Mont-Royal, a remporté la semaine dernière 4 prix Écran canadien. François Girard a récemment mis en scène l'opéra de Richard Wagner, Parsifal, au mythique Metropolitan Opera de New York, avec le maestro Yannick Nézet-Séguin, à qui j'ai eu le bonheur de remettre un doctorat honorifique l'automne dernier ici. Notre deuxième conférencier est un philosophe bien connu du public, M. Georges Leroux. Il a abondamment écrit sur la musique et il a remporté en 2011 le prix du gouverneur général dans la catégorie « Essai pour Wanderer », dans lequel il analyse le voyage d'hiver de Franz Schubert. Georges Leroux est un professeur émérite de l'UQAM et il est aussi diplômé émérite de l'Université de Montréal. Enfin, notre troisième conférencière est chef d'orchestre, pianiste et directrice musicale du Nouvel Ensemble moderne qui est en résidence à notre faculté de musique à l'Université de Montréal. Madame Lorraine Vaillancourt a aussi été professeure dans notre faculté jusqu'à sa retraite de l'enseignement en 2016. En février dernier, le Conseil québécois de la musique lui a remis un prix Opus pour couronner l'ensemble de sa carrière qui est phénoménale. Lorraine Vaillancourt est l'une des rares femmes à avoir dirigé l'Orchestre symphonique de Montréal et je suis heureux de voir de jeunes femmes comme notre autre diplômée, Dina Gilbert, marcher dans ses pas. Nos invités sont accompagnés du professeur émérite de l'Université de Montréal, Jean-Jacques Nattier,
un grand musicologue, un très grand musicologue, qui animera la discussion entre nos trois invités de très haut calibre. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Je vous dis merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jean-Jacques Mathieu et je vous souhaite une extraordinaire soirée de musique. Le sujet qui nous est proposé aujourd'hui, la musique reflet des sociétés, est immense et soulève des questions nombreuses, voire contradictoires. Tout ce que je ferai pendant ces quelques minutes de présentation, ce sera au fond de vous énumérer en vrac un certain nombre de questions qui peuvent être suscitées par ce thème. Est-ce que c'est un hasard si ce sont les gouvernements les plus réactionnaires, on est dans la société, qui sabrent en priorité dans les subventions à la culture et à la musique? Est-ce un hasard si l'on assiste à une expansion internationale du populisme alors que la McDonaldisation de la radio a évacué la musique classique au profit de ce qui a été inventé dans les années 60 pour maximiser les bénéfices de l'industrie musicale, attraper l'oreille du plus grand nombre par le groove, le rythme, le hook, l'accroche musicale? Face à ce que je serais tenté de qualifier de nivellement par le bas, ce jugement n'engage que moi, faut-il s'en désoler et baisser les bras ou au contraire se réfugier dans une bulle élitiste? En même temps, faut-il refuser aux jeunes et les moins jeunes qui sont confrontés à une culture dont l'objectif premier est de plaire à tout le monde, le droit d'y trouver du plaisir? La diversité des appréciations esthétiques n'est-elle pas de toutes les époques? La situation est problématique, complexe, notamment pour l'éducateur. Quelle musique enseigner aux différents paliers du système éducatif et comment? Quelle place y donner aux pratiques contemporaines? Et que peut faire le créateur ou l'interprète qui, lui, croit légitime de pratiquer et de défendre des œuvres musicales, peut-être difficiles, mais qui ne le sont pas moins que certaines œuvres de Bach, de Beethoven ou de Wagner, et dont il ne faut pas oublier qu'elles s'adressaient à de petites sociétés d'aristocrates et ultérieurement à certaines franges de la bourgeoisie cultivée. Le problème se complique lorsqu'on observe que la situation n'est pas la même selon les genres musicaux et les générations. Je suis reconnaissant à la direction de l'université d'avoir invité des personnes qui œuvrent dans des domaines différents de l'activité artistique. Je suis frappé de ce que, dans le public du cinéma du Met, dominent les têtes grises et qu'à New York, l'opéra rassemble un public nombreux, plutôt fortuné, volontiers conservateur. Le public du nouvel ensemble moderne que dirige Lorraine Vaillancourt, lui, est davantage clairsemé et plus jeune. D'où les questions qui pourront être, mais elles ne le seront sans doute pas toutes, abordées par nos panélistes. Est-ce que François Girard, qui a si brillamment réinventé Parsifal, a tenu compte de ce qu'il sait ou croit savoir de son public, miroir d'une certaine frange de la société new-yorkaise? Ou au contraire, a-t-il visé l'universel, donc sans se soucier de la société? De ce point de vue, quelle place accorde-t-il à la musique dans son travail de metteur en scène et de réalisateur et comment la conçoit-il? Est-ce que Lorraine Vaillancourt, de son côté, organise sa programmation pour ne pas accroître un fossé déjà grand entre les œuvres contemporaines et le public? Et qu'en pense un philosophe engagé comme Georges Leroux? Les figures héroïques de Michael Jackson et de Johnny Hallyday, on l'a vu lors de leurs funérailles, sont-elles comparables à celles qui ont dominé les cultures classiques et faut-il même les comparer? J'ai dit que c'était des questions en vrac. L'université est bien le lieu de liberté où il convient de débattre de ces enjeux et sans doute ne seront-elles pas toutes abordées. Nous entendrons successivement François Girard, Lorraine Vaillancourt, Georges Leroux, après quoi je déclencherai un débat entre nos trois conférenciers, chacun s'adressant à tour de rôle aux deux autres. Et finalement, je me tournerai vers vous tous et vous toutes pour vous inviter à réagir à ce qui aura été dit.
On a cité souvent son Parsifal, qui est une des choses les plus merveilleuses, je le dis très franchement, que j'ai vues sur une scène d'opéra. Et je crois pouvoir annoncer qu'on verra son vaisseau fantôme avant le public du Met au Festival d'Opéra de Québec en 2019. François Gérard. Merci. Bonsoir. Merci Jean-Jacques. C'est un plaisir de te retrouver, Monsieur le recteur. Merci beaucoup pour l'invitation. Le sujet, la musique, reflet de nos sociétés. C'est un grand thème quand même, il faut l'avouer. On peut s'y perdre, mais on cherchera à s'y retrouver. Un thème éminemment philosophique, sociologique, musicologique. Je suis rien de tout ça. Je suis un metteur en scène. Je suis, entre autres choses, un metteur en scène d'opéra. Je suis cinéaste. Et peut-être la meilleure façon d'aborder la discussion, c'est de vous proposer, à presque bâton rompu, quelques réflexions sur le rapport entre, inévitablement, mon travail et la musique, comment le cinéma se nourrit de musique, quels sont les liens qui les unissent et qui font que le cinéma, la musique a cette place dans mon travail. Je vais donc d'abord chercher à expliquer un petit peu quels sont les liens si intimes entre cinéma et musique. Et pour ce faire, je vais revenir et citer, ou plutôt commenter, le concept d'art global, qui est un concept... Bon, on va dire que Richard Wagner se l'est approprié. C'est un concept qui le précède. Au début du 19e siècle, on a déjà les philosophes allemands et les artistes allemands qui se sont appropriés cette idée, qui ont émis l'idée, en fait, d'un idéal de convergence de tous les arts dans un même médium qui serait l'art total. Wagner a fait sa propre interprétation de ça, a créé, en particulier, sacraliser l'art total au théâtre de Bayreuth. Le théâtre de Bayreuth, c'est une révolution. C'est la première fois, en fait, que un public entend la musique sans voir les musiciens. Parce que jusque-là, les fausses orchestres étaient suffisamment hautes pour voir les musiciens. Wagner a conçu une fausse orchestre où les musiciens étaient enfouis. Ce qui nous apparaît la norme aujourd'hui, c'est-à-dire assis dans un autobus ou à la maison, d'entendre la musique sans voir les musiciens. À l'époque, c'était une révolution complète de les faire disparaître. Et ce concept d'art total vient nourrir tout un rêve de convergence de tous les arts. Donc, dans l'esprit de Wagner, évidemment, il y a la musique, mais il y a le théâtre, la littérature, la peinture et toutes les autres contributions, l'architecture, la danse, qui devaient contribuer à faire de l'opéra un grand événement. Alors, on est au 19e siècle. Le spectacle à grand déploiement, c'est l'opéra. Et ce le sera jusqu'à la naissance du cinéma, en fait. Donc, à partir de l'arrivée de Chaplin, du cinéma hollywoodien, l'opéra est menacé et même doit se retrancher dans une nouvelle position. C'est-à-dire que le nouveau spectacle à grand déploiement, c'est le cinéma, et soudainement, on assiste à une série d'expériences qui sont les grands compositeurs de l'époque, que sont Schoenberg, Berg, Stravinsky, Shostakovich et tous les autres qui ont suivi, ont dû réinventer la forme opératique pour lui donner un nouveau sens en dehors de ce qu'on pourrait appeler le corridor mainstream qui était maintenant occupé par le cinéma. Donc, la première chose à dire, le cinéma est né de l'opéra. Et inversement, on pourrait aussi dire que l'opéra, le répertoire opératique de l'époque, les grands canons du répertoire italien, ce grand courant est presque décédé de la naissance du cinéma. Donc, il y a une espèce de rapport, un transfert de vie entre les deux formes. Et qui va informer, entre autres, par exemple, quand on m'offre de faire de l'opéra, sans trop le savoir, c'est une idée que j'ai articulée au fil des années, mais dans ma position, le répertoire italien ne m'a jamais trop parlé, parce qu'en fait, si on raconte l'histoire d'un chassé-croisé ou
d'amoureux qui ont envie de sauter en bas du pont. Donnez-moi une caméra, on arrivera... si on situe la narration ou le spectacle dans un territoire narratif, naturaliste, figuratif ou peu importe, j'aurais plutôt tendance à me retrancher dans le cinéma. Donc, quand moi, je regarde l'opéra et le répertoire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui serait justement tout le reste. Tous ces opéras, c'est ce qui m'a amené, par exemple, à faire la mise en scène d'Oedipus Rex et de la Symphonie des Psaumes de Stravinsky-Cocteau, qui n'est pas tout à fait un opéra, c'est un oratorio, on ne l'appelle pas opéra, mais on l'a quand même présenté sous la forme opéra, c'était mon premier. Ensuite, il y a le Vol de Lindbergh de Kurt Weill et Bertolt Brecht, Vol de Lindbergh et les 7 péchés capitaux. Le Lindbergh est une émission de radio, pas tout à fait un opéra. Le Vol de Lindbergh est un ballet demi-opéra. Alors, on est dans une espèce... J'ai circulé par choix dans un territoire qui était marginal au territoire opératique principal. Mais tout ça pour dire que mon rapport à l'opéra, et en particulier au répertoire d'opéra, est complètement conditionné par le fait que je suis un cinéaste et inversement, maintenant, mon cinéma est informé, influencé par les opéras que j'ai faits. Et ce dont on parle, c'est d'un rapport dynamique entre les deux formes. On dit le cinéma est né de l'opéra et du concept d'art total, et de ce fait a hérité de la musique comme langage fondateur. On dit la musique est une langue. Et là, bon, plusieurs linguistes discuteront cette notion-là. D'ailleurs, la discussion est en cours. Il y a les linguistes qui disent que oui, la musique est un langage. D'autres disent non, ça ne répond pas aux critères qu'ils auront posés, etc. Mais pour moi, si j'essaie de définir ce que Lorraine Vaillancourt fait, quand elle dirige, je vois une communication, je vois une conversation, je vois qu'il y a un échange entre les individus, entre les cultures. Pour moi, la musique est un langage, et non seulement un langage, c'est un langage crucial et prédominant dans le cinéma, dans mon cinéma, dans tout le cinéma. Surtout si on dit la musique est un langage, la musique est une langue, remarquons surtout et avant tout que c'est probablement la plus grande langue. De toutes les langues que j'ai utilisées, c'est la seule qui n'a pas le besoin de traduction, qui n'a pas besoin d'être traduite. C'est la seule qui se passe de sous-titres. La musique est un langage universel. La musique est le grand espérando de notre monde. Pour moi, c'est la langue la plus puissante, de toutes sortes de façons. On parle beaucoup de l'anglais qui serait, du fait de l'Internet et du fait de la mondialisation, serait devenu la langue universelle. Sur 7,5 milliards d'habitants sur la planète Terre, il n'y en a qu'1,5 milliard qui comprennent une phrase et qui sont capables de lire une phrase en anglais. Ça en laisse 80% de la population mondiale qui n'ont aucun rapport avec l'anglais. Par contre, tous, sans exception, peuvent entendre un air de pipa et comprendre qu'on parle de la Chine. Tous peuvent entendre un solo de Miles Davis et comprendre qu'on parle de l'Amérique. Il y aura évidemment toutes sortes de niveaux de discours, et puis il y a certaines musiques qui demandent une attention particulière ou une éducation particulière, mais la musique est le grand langage universel de notre monde, et c'est ce qui explique, je pense, sa grande puissance, parce qu'elle aussi, par son universalité, parce qu'elle décrit l'âme humaine dans des dimensions que les mots ne sauraient contenir, parce qu'elle abat toutes les frontières et parce qu'elle n'a pas, encore une fois, besoin d'aucune traduction. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que oui, c'est le grand espérando, et c'est complètement le véhicule universel, mais en même temps, on dira que la musique est aussi un puissant marqueur identitaire, c'est-à-dire qu'à travers la musique, les peuples s'affichent, les peuples échangent, les peuples se comprennent les uns les autres, les cultures s'entrecroisent et la communication est établie. Ce qui me fait dire que oui, pour finalement revenir à votre thème, et je suis content de retomber de mon double salto, la musique est le reflet de la société dont elle est issue. Si vous voulez comprendre l'esprit et la rigueur luthérienne, écoutez Bach. Si vous voulez vous imprégner d'un esprit bouddhiste, écoutez les chants des moines de Luang Prabang.
Si vous voulez vous faire une idée sur la philosophie du 19e siècle en Allemagne, écoutez Wagner. Si vous voulez comprendre l'esprit des Russes ou le stalinisme, écoutez Shostakovich. Et si vous voulez comprendre l'esprit de la côte ouest, écoutez Terry Riley. Qu'est-ce que la musique dit de qui nous sommes, nous, comme peuple? Grande question. Sur la base de cette prémisse de la musique comme reflet de notre culture, je pose les questions suivantes. Qu'est-ce que la musique d'ici dit au monde? Quelle place faisons-nous à nos compositeurs? Qui est une question importante. Surtout, quelle place accordons-nous à la musique dans notre société? Et là, je pense à la musique de recherche, la musique contemporaine, les vraies écritures, la musique d'avant-garde. Comment vivre la musique dans la saturation médiatique ambiante de notre époque? Est-ce que l'Internet et les nouveaux modes de diffusion représentent un véritable progrès? Est-ce qu'on est dans une véritable avancée du discours musical ou on serait plutôt dans une régression? Je me contente de poser les questions. Il y a des gens ici, Lorraine, Georges, qui auront sûrement des réponses et je vous cède la parole. Voilà. Merci. Alors, un grand merci à François Girard pour ce témoignage fondé sur une expérience profonde dans le domaine du cinéma et de l'opéra. Je retiens de ce qu'on vient d'entendre, ce qui est peut-être intéressant pour la suite de nos échanges, c'est ce côté paradoxal avec lequel tu as terminé. Tu prends le point de vue que la musique est un langage universel, mais en même temps, tu reconnais qu'elle sert de marqueur identitaire et comment est-ce qu'on se débrouille avec ça? Et d'autant plus lorsque on est confronté à quelque chose d'aussi spécifique, il faut bien le dire, que la musique contemporaine. Et on a la chance d'avoir avec nous Lorraine Vaillancourt qui y a consacré sa carrière. Alors je donne la parole à Lorraine Vaillancourt. D'abord, merci Jean-Jacques, une généreuse présentation. J'ai en bout de ligne ressenti le besoin d'ancrer cette communication dans ma réalité. En toute honnêteté, je ne peux ici que témoigner de mon expérience plutôt pointue dans le domaine de la musique sérieuse, essentiellement instrumentale et contemporaine. Je suis directement concernée depuis près de 50 ans par la création musicale. Celle qui ose parfois la complexité, celle qui s'inscrit à la fois dans la modernité, avec tout ce que ça implique avec les nouvelles technologies, et dans la continuité de ce qu'on appelle la musique savante, une musique généralement écrite, et dont il faut savoir maîtriser les codes, non pour l'écouter, non pour la consommer, mais pour la lire, la jouer. Et cela m'amène tout naturellement sur mon principal terrain de jeu, l'interprétation de cette musique. Et en effet, pour que la musique prenne corps, il faut, entre le compositeur et ses auditeurs éventuels, un médium. Création et interprétation sont étroitement liés. Certains arts, comme la littérature ou les arts visuels, ont un rapport très concret avec nous. Et ils offrent quelque chose de directement tangible. Les livres, les tableaux, les sculptures. Il peut n'y avoir aucun intermédiaire entre les créateurs et le public. Ce qui ne veut pas dire que les œuvres sont pour autant comprises. Mais les œuvres sont en tout cas plus directement offertes et plus facilement accessibles. Les compositeurs, qui ont pourtant beaucoup à nous dire sur le monde dans lequel nous évoluons, n'ont pas, en musique instrumentale, ce pouvoir de communication immédiate. Pour établir un contact, ils ont besoin d'interprètes, comme s'ils parlaient une langue étrangère. L'abstraction que représente une partition pour un non-initié est totale. C'est à la fois un écueil et une des grandes forces de la musique. Son côté indicible, transcendant, cette porte ouverte sur l'imaginaire, son côté mystérieux. Deux compositeurs utilisant exactement le même système, le même langage, peuvent nous émouvoir ou nous ennuyer. On peut bien analyser une œuvre, en déchiffrer les signes, mais c'est entre les signes que gît le pouvoir de la musique.
Et cet espace est à peu près impossible à décrire. C'est le lieu de la magie, où les mots sont superflus. Pour qu'un texte musical livre tout son jus, il faut vraiment le presser comme un citron, en faire ressortir toutes les qualités et les défauts, aller jusqu'au bout en acceptant l'échec éventuel. Dans le domaine de la création, les risques ne sont pas seulement inévitables, ils sont nécessaires. Et comme en laboratoire, aucune garantie de succès, même si la démarche est authentique. François Girard, dans ses expériences d'opéra, je suis sûre, a réalisé l'incroyable performance de l'orchestre, du chef, des chanteurs. Et s'il est certain qu'au fil des ans, les œuvres se peaufinent, que l'écoute des auditeurs aussi se peaufine, que la musique s'imprègne dans les mémoires, on peut également affirmer que la qualité des interprétations n'a pas cessé d'augmenter. Les techniques instrumentales et vocales atteignent des niveaux d'excellence insoupçonnés. Les modes de jeu se diversifient et évoluent sans cesse. Les grandes œuvres d'hier et d'aujourd'hui peuvent être portées bien haut. On ne soulignera jamais assez les virtuosités physiques et intellectuelles nécessaires pour arriver à de tels sommets. Bon, c'est peut-être moins spectaculaire que le ski à bosse, mais c'est pourtant un sport tout aussi extrême. Vu le très grand nombre de jeunes compositeurs, entourés de jeunes interprètes aventureux, actuellement formés dans nos universités et conservatoires, il est certain que l'émergence de toutes ces nouvelles musiques, même ignorées du grand public, est le reflet d'une société dont la vitalité créatrice n'est plus à démontrer. Même si l'enseignement instrumental reste généralement conservateur, à force de regarder en arrière, on oublie parfois d'avancer, assumant timidement le XXe siècle, qui devrait pourtant déjà faire partie de notre histoire, alors que dire du XXIe. La jeunesse, elle, ne craint pas d'être bousculée, de sortir de son confort, et son appétit naturel pour la découverte, l'expérience, voire la délinquance, témoigne aussi de l'importance de la musique dans la vie d'un homme ou d'une femme. Que certains pays en défendent la pratique nous rappelle à quel point la musique peut être subversive et à quel point il est important qu'elle le soit parfois. Il faut donc à tout prix préserver ces espaces de liberté, de formation, d'entraînement, pour continuer l'analogie avec le sport, et pas seulement au niveau universitaire. On ne devrait pas toujours avoir à se battre pour que les écoles de musique ne soient pas fermées. La fréquentation des arts pour les enfants et les adolescents, ce n'est pas une activité parascolaire, mais un élément indispensable qui les enrichira toute leur vie. Les concerts ou spectacles les amenant hors des sentiers battus devraient être vus comme des passages obligés, bousculant ainsi leurs habitudes, ébranlant leurs certitudes, suscitant leur curiosité, leur donnant le goût de choses, même difficiles à comprendre, excitant leur désir de connaissance. Mieux armés, mieux éduqués, ils développeront ainsi leur sens critique face à l'avalanche d'informations qui leur parvient aujourd'hui via leur smartphone, iPhone ou autre bidule, souvent sans filtre, sans guide. La musique reflète nos sociétés. Réfléchissant encore et encore à ce sujet, je suis obligée d'admettre qu'actuellement ce reflet ne m'éblouit pas beaucoup. Je trouve que la musique, par son omniprésence, est largement dévalorisée. Si nous sommes à juste titre préoccupés par la pollution de notre environnement, sommes-nous bien conscients que l'oreille subit un envahissement permanent dans ce même environnement? Et je ne tiens pas même compte ici des batailles urbaines contre les décibels excessifs de certains lieux de spectacle ou de certains aéroports, mais bien de la pollution par la musique. Intrusive, insignifiante, inconsciemment entendue, imposée, où que l'on aille. Épicerie, salon funéraire, ascenseur, grande surface commerciale, restaurant, téléphone. Je n'aime pas que mon cerveau soit imbibé de musique d'ambiance. Conséquence,
La musique que l'on écoute vraiment est devenue aussi rare, donc aussi précieuse, que le silence. Et dans toute cette prolifération sonore, peu ou pas de musique d'aujourd'hui, celle qu'on appelle musique contemporaine, si loin de ses contemporains, est littéralement absente de notre paysage sonore. Bon, j'admets que c'est une bien vieille rengaine, j'en chante le refrain et tous les couplets depuis bien longtemps, et pour faire amende honorable, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, toutes générations confondues, sur la scène musicale montréalaise contemporaine qu'il y a, disons, 30 ans. Et je trouve plutôt réjouissant d'avoir à choisir certains soirs entre plusieurs concerts consacrés à la musique d'aujourd'hui. Donc, il y a de l'espoir. Je reconnais volontiers que nous avons au Québec d'excellents artistes populaires, d'excellents groupes de toutes sortes. Je suis tout de même gênée par la timidité médiatique concernant non seulement la création, mais la musique, disons savante pour faire la différence avec les musiques commerciales, un silence à peine troublé de temps en temps. Comment apprivoiser un inconnu si on ne peut le fréquenter d'aucune manière? En ces périodes de grande migration humaine, la question, à mon sens, est brûlante. L'arrivée d'Internet et toute la technologie de l'information dans nos vies nous offre, il est vrai, des perspectives infinies. Et pour moi, c'est précisément cet infini qui fait le plus illusion. Nos outils contiennent beaucoup plus de savoir que nous ne pourrons jamais en emmagasiner dans nos têtes. Et à moins d'un hasard miraculeux, nous irons rarement à la quête d'univers dont nous ignorons tout. Dans ce contexte, comment inventer et préserver des espaces d'écoute véritables, des lieux qui nous offrent à la fois des musiques que l'on connaît, que l'on aime déjà, mais qui nous entraînent aussi là où nous ne serions jamais allés, nous invitant à la découverte, au voyage, à la réflexion. C'est le défi qui s'impose à toutes celles et ceux qui ont choisi de transmettre la musique de leur temps et qui préféreraient ne pas le faire dans un ghetto. La musique est plurielle et se conjugue à tous les temps, passé, présent et futur. Et c'est seulement au prix de cette présence dans nos vies et cette fréquentation que peut-être la création musicale reprendra une place centrale dans le tricotage de notre culture. Merci. Alors un grand merci à Lorraine Vaillancourt qui fonde tout son propos à partir d'une expérience profondément sentie et constante et un engagement militant de tous les instants pour déboucher, comme vous venez de l'entendre, sur des questions ô combien difficiles pour lesquelles je suis persuadé, Georges, dans un instant, va pouvoir apporter des éclairages philosophiques ou théoriques. Georges Lang. Merci beaucoup de cette très belle invitation. On peut lire dans la correspondance de Thomas Mann et de Théodore Adorno une série de lettres échangées entre 1943 et 1955 dans lesquelles l'écrivain et le philosophe répondent chacun à leur manière à la question qui nous est posée. Que signifie en effet pour l'art la tâche ou le devoir ou simplement le fait de refléter la société? L'art ne doit-il pas, au contraire, d'abord la transformer? N'est-il vraiment que le reflet du monde dont il provient? Dans son grand roman « Dr Faustus », Mann avait entrepris de présenter la figure du musicien idéal qu'il nomma Adrian Leverkühn. Adrian Leverkühn, un personnage de fiction, modelé sur la figure, cette fois pleinement réelle, d'Arnold Schoenberg. Exilé par le régime nazi aux États-Unis, Mann et Adorno habitaient une petite ville de la côte de Californie, Pacific Palisades, où résidaient déjà Hans Eisler, dont je reparlerai, Schoenberg lui-même, Brecht et bien d'autres créateurs allemands de l'immigration. Tous ces artistes, confrontés au destin tragique de l'Europe, réfléchissaient à l'avènement d'un art
qui puisse sauver la société. Engagé dès février 1942 dans l'écriture de son roman, Mann eut l'idée de demander le soutien d'Adorno, qui, rappelons-le, avait été l'élève de Schoenberg et qui était lui-même excellent musicien. La question de Mann, pour Adorno, était la suivante. Comment écrire en musique après Wagner? Comment dépasser le recours au mythe national? Comment présenter un personnage qui comprenne la signification de la musique pour la société qui devra succéder à la société totalitaire qui les faisait souffrir? Mann demande donc à Adorno d'imaginer des compositions que son héros, Leverkühn, pourrait écrire. D'une manière qui peut nous surprendre aujourd'hui, et même nous étonner, Adorno accepta sans hésiter le principe de cette collaboration et s'engagea dans une correspondance formidable. Mann, de son côté, se plonge dans les écrits d'Adorno sur la musique, dont il suivra toute sa vie l'œuvre. Mann avait pleine confiance en Adorno et il publia plus tard le récit de leur travail commun dans un livre qui s'appelle « Le roman d'un roman ». Quand nous lisons ces écrits de Mann et d'Adorno, nous sommes donc invités à reconnaître les traits communs de leur situation spirituelle et de la nôtre. Mann était persuadé que l'art ne possède plus l'autorité susceptible de sauver la culture, mais pourtant il continua d'écrire. Adorno, de son côté, avait écrit « Écrire un poème après Auschwitz est barbare » et de fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Pourtant, Adorno lui-même n'a cessé de promouvoir une théorie esthétique exigeante dans laquelle la philosophie ouvre le chemin de l'art dans la culture et énonce pour l'artiste héroïque les responsabilités qui sont les siennes dans le service de la société. Moment unique donc dans l'histoire du lien de la musique et de la société, cette rencontre de Mann et d'Adorno est aussi unique par la manière dont elle s'achève et ne se reproduira plus. Lorsqu'ils se séparèrent en 1949 pour ne plus jamais se revoir, Mann et Adorno venaient de franchir ensemble le seuil de la société dans laquelle nous vivons, nous, aujourd'hui. Cette société, on l'a dit, cette société est celle de l'industrie culturelle, de la reproduction technique des œuvres, de l'art voué au divertissement, de cette pollution dont Lorraine vient de nous parler, du jazz et des musiques populaires, de toutes les formes de musique, qui fit l'objet de toute la critique de la culture d'Adorno une fois qu'il fut retourné en Allemagne. Parmi les disparitions les plus notoires de cette nouvelle époque, la nôtre, nous devons considérer celle définitive de la figure du musicien héroïque, qui sera bientôt remplacée par celle de la star rock et du chef d'orchestre de génie. Nous ne savons plus qui est le héros de notre musique. Adrian Leverkühn, figure littéraire de Schoenberg, est et demeure le dernier. Il n'y a certes jamais existé ailleurs que dans l'œuvre de Thomas Mann, mais pourtant il est partout dans sa sublimité. Il accomplit le destin historique du musicien occidental. Eisler avait écrit « L'abomination de la crasse uniformisée qui est déversée sur toutes les radios doit être aussi vivement combattue que l'expérimentation sans perspective sociale. » Il avait aussi rendu hommage aux cantates politiques de Schoenberg autant qu'à son œuvre atonale. Et il espérait, très certainement, que les ouvriers viendraient à les apprécier, écrit-il, dans les pays qui seraient libérés de la domination capitaliste. Il faut en fait relire tout Eisler pour mesurer à quel point sa génération avait investi le héros schoenbergien et comprendre devant quel abîme elle s'est retrouvée comme nous quand cette figure s'est effondrée. Son dialogue avec le philosophe est-allemand Ernst Bloch sur l'art d'hériter est l'un des plus beaux textes qu'on puisse lire sur notre sujet. Quel fut ce destin? Toute l'histoire de la musique illustre en effet cette exemplarité du héros musicien dès lors que la musique se sépara de ses formes traditionnelles purement collectives, en gros à la fin de la Renaissance.
Wagner a donné à cette figure les traits qu'il souhaitait sans doute mettre de l'avant pour lui-même. On en trouve l'expression dans Les Maîtres chanteurs, une œuvre ancrée dans la confrérie traditionnelle des musiciens et qui se termine par l'air célèbre à la gloire du génie allemand « Ne méprisez pas les maîtres ». Ce thème était au cœur du roman de Hoffmann, Kreisleriana, qui met en scène un musicien héroïque, Johannes Kreisler, à la recherche du nouvel héroïsme et qui déplore la disparition des maîtres véritables. Ce nouveau héros ne cherchera pas un lien avec la société. Au contraire, il la fuira, comme Schubert, comme Schumann, comme tous les héros du romantisme musical après Beethoven. Il est donc important, à ce stade, revenant à ce moment de la séparation, alors qu'Adorno entre en Allemagne, revenons au moment où Mann avait soumis à Adorno le projet d'une œuvre grandiose pour son héros Leverkühn, une apocalypse qu'il avait appelée « Avec figure », calquée sur la suite de gravures de Dürer, dont il avait esquissé le caractère spirituel dans un passage de son journal. Il écrit « La dissonance doit exprimer le caractère grave et spirituel de l'expérience de notre temps. » Cette conviction ne dura pas longtemps. En 1950, Mann écrit à Adorno qu'on ne le traînerait pas en Allemagne avec 10 chevaux. Adorno écrit de son côté à Mann que l'Allemagne est dévastée par 2 maladies. Le néofascisme, dont les signes sont pour lui la réintégration de Heidegger dans l'université, et la réouverture de Bayreuth, qui constituait à ses yeux le temple du fascisme. Mann lui écrivit que les minima s'accordaient pleinement avec son éthique. Le marxisme d'État, promu par l'école de Francfort, venait au renfort de cette résistance désespérée. Mais, reconnaissons-le du point de vue qui est le nôtre aujourd'hui, l'ensemble de l'entreprise ne laissa derrière elle qu'un portrait accablé de l'époque et rien d'un programme d'action. C'est cette situation qui triomphe aujourd'hui avec le règne des médias qui sont les nôtres. Il est temps de conclure. Il convient, à mon avis, de ne pas voir la situation d'aujourd'hui uniquement avec le regard d'Adorno et de Mann. La disparition définitive du héros moderne de la musique a libéré un espace immense, un espace de différence non soumis au programme tyrannique d'une autorité morale. Cet espace est celui d'une pluralité d'esthétiques, de jeunes compositeurs, de styles, de traditions, où se côtoient toutes les musiques sans qu'aucune ne soit désormais mesurée à l'autorité d'une interprétation moderne de sa fonction ou de sa valeur. Dans ce monde, Leverkühn apparaît désormais comme un prétentieux arrogant. La reproduction analysée par Walter Benjamin explique la propagation des œuvres dépourvues d'aura, les médias de masse, mais elle n'annule pas, bien au contraire, les œuvres qui la conservent. On a beaucoup parlé de postmodernité dans le domaine de l'esthétique, mais avec le temps, même cette postérité est devenue problématique. À mes yeux, c'est la disparition même de l'idée du maître et du héros qui apparaît désormais comme la condition d'un nouvel héroïsme. Le créateur solitaire, dont nous ont parlé Lorraine et François, le créateur solitaire a cessé d'être un prédicateur. Il n'est pas si facile de l'identifier pour autant ou de le décrire à proportion qu'il est pluriel et qu'il s'inscrit dans le travail concret de la différence. La figure nationale qui, de Wagner à Verdi, a contribué le plus à imposer l'hégémonie de la musique dans la culture européenne et qui trouvait chez Goethe l'expression de ses fondements, est désormais, reconnaissons-le, exténuée. Schoenberg et Adrian Leverkühn, à travers lui, fut le dernier à espérer pouvoir la sauver. Je conclus. Dans ce monde pluriel, nous pouvons décrire un spectre où s'agitent énormément de penseurs et de créateurs. Nous y voyons s'agiter des figures conservatrices, comme Henze par exemple, ou Arvo Pärt, ou alors des figures ouvertes et novatrices, comme Claude Vivier ici, ou José Evangelista, à qui nous rendons hommage ces temps-ci. Leur trait commun est la solitude de la création, une solitude vécue en complète rupture avec une rhétorique de la domination, et aussi par la rencontre de l'autre.
Leur présence dans le monde de la diversité n'est pas affectée par la recherche de l'autorité et les proximités spirituelles rendues possibles par leurs œuvres atteignent toutes les formes d'écriture musicale, des traditions balinaises au chant grégorien. Là où il semblait possible au siècle dernier de décrire ce qu'on pourrait appeler une essence de l'époque dominée par un héros tyrannique, manifestée dans une forme symbolique de la musique, nous nous trouvons aujourd'hui librement en présence d'un ethos fragmenté qui triomphe véritablement sous nos yeux et qui est la condition, notre condition à nous pour les musiciens aujourd'hui. Merci. Alors, un grand merci à Georges Leroux qui frôle, on pourrait dire, surtout vers la fin de son exposé, à peut-être la prise de conscience d'une situation que moi j'appellerais tragique. Alors, qui de vous deux veut ouvrir le bal librement Oui. Je reviendrai en fait parce que j'ai évoqué ça en début de ma communication sur le temps musical, parce que ça m'intrigue de savoir, et là on est vraiment dans disons une question très pragmatique, si on veut. Je sais, pour avoir vécu des expériences avec certains metteurs en scène par rapport à certaines musiques, Wozzeck pour ne pas le nommer, que le travail qu'il faut faire pour aller au bout de son rêve de metteur en scène, tout en ayant un cadre musical quand même qui est extrêmement contraignant. C'est le mot que j'utilise, je sais qu'il est aussi très inspirant, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, afin de savoir comment les différentes expériences par rapport aux différents répertoires aussi, parce que tu as aussi fait des mises en scène d'œuvres modernes, contemporaines. Donc, est-ce qu'il y a une différence d'approche? Est-ce qu'on peut jouer un tout petit peu plus avec ce temps? En fait, quand on parle d'adapter la mise en scène à une structure musicale, dans mon cas, j'ai l'impression que, par exemple, même l'écriture d'un scénario est un geste musical. Oui. Puis je pense que c'est peut-être une déformation de ma part. Je ne suis pas certain que tout le monde travaille de cette façon-là, mais bon, il faut dire, je suis un musicien. Je ne me nomme pas musicien, mais j'ai pratiqué la musique en dilettante encore aujourd'hui, donc je suis un musicien de garde-robe, là, qui est closet musician. Et donc, je suis arrivé à l'écriture, je suis arrivé au cinéma par la musique. Donc, j'ai probablement une perception des choses qui est à travers des formes musicales. Donc, pour moi, de m'adapter à une forme musicale existante, j'ai l'impression de la créer même quand elle n'est pas là. Donc, je ne l'ai jamais vécu comme un conflit. Au contraire, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je m'installe dans une forme que j'ai l'impression de pouvoir lire, qui devient la contrainte. Donc, on parle de choses c'est un geste musical. On parle de structurer les événements dans le temps. Georges? François, j'ai été vraiment intéressé, tout à fait d'accord avec toi, sur ta lecture de l'histoire de la musique quand tu dis que le cinéma a pris en quelque sorte le relais de l'opéra comme figure dans une société particulière. Pensons à tous ceux qui n'ont pas eu la joie de voir ton Parsifal. Ils l'ont vu à MetLife, ils peuvent acheter ton DVD, ils peuvent, en d'autres mots, voir la diffusion extraordinaire de ce qu'on doit considérer comme du cinéma. C'est l'opéra repris dans une œuvre scénographiée. Et j'accorde beaucoup d'importance à ça, et j'en viens à ma question, c'est-à-dire ces dimensions où le cinéma, aujourd'hui, pourrait être la relève de l'art. D'un art qui, autrement, pourrait peut-être disparaître. Est-ce que tu vois ton rôle comme ça? C'est-à-dire que je sais bien que quand on est... enfin, je devine bien, je ne le sais pas, mais que quand on est à l'intérieur de la maison du Met, du métropolitain, on est dans un monde qui est relativement fermé, mais on sait aussi
que désormais, ce monde est partout. Incroyable. Donc, ça doit représenter quelque chose pour quelqu'un qui fait le travail que tu fais. Bon, alors si on parle des diffusions, des broadcasts, des live broadcasts du Met... Ou toutes les reproductions. De toutes les reproductions. Il y a, en ce qui concerne l'opéra, j'ai un rapport un peu conflictuel avec ça parce que, en fait, pour revenir encore à ce qu'on disait tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire de l'opéra, dans un premier temps, c'était Oedipus Rex au Canadian Opera Company, et j'appréhendais un peu dans un premier temps, comment ça va se passer, c'est une autre technique, c'est un autre plateau, c'est une autre façon de fonctionner. Et ça m'a pris une séance pour me rendre compte que j'étais en train de mettre en scène un plan séquence où la caméra ne bouge pas. Donc, ça dure, dans le cas de Oedipus Rex, c'est déjà pas mal plus court que... Je pense que Oedipus Rex et la symphonie des psaumes, les deux ensemble sont 25 minutes plus courts que le premier acte de Parsifal. Alors, quand je fais Parsifal, ce qui est ma gestion du temps ou ce qui est le travail de mise en scène, c'est d'arriver à construire ce plan séquence qui ne coupera pas ni à un gros plan, ni à un plan de coupe, ni à un reverse. C'est un seul point de vue, qui est le point de vue du spectateur, qui est une caméra immobile qui est posée dans un plan large sur... Et là, on trouve toutes sortes de techniques pour réinventer des dynamiques visuelles, des dynamiques d'attention, des lectures, des compositions de cadres, etc. Quand on arrive à faire ça, disons, en supposant qu'on y arrive, parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais disons qu'on arrive à construire ce plan séquence d'1h45, c'est quand même un petit peu décevant de le voir découpé par la suite. C'est une dégradation du travail, c'est une démission par rapport à un défi qui était posé. Ceci dit, je ne m'oppose pas à ça, parce qu'en fait, on vient de passer alors, on parle de quoi? Peut-être le Parsifal, dans le dernier mois, a été vu par 30 000 personnes au Met. Une seule diffusion peut atteindre 4, 5, 6 millions de spectateurs, et même plus, ça peut monter. Donc là, il y a une question, un trade, là, il y a une question de balancer l'accessibilité de l'œuvre qui ne repose pas que sur une prouesse de mise en scène, ça repose sur un contenu musical, un contenu textuel, et puis là, que la mise en scène soit découpée, peut-être prendre le deuxième plan d'une préoccupation plus importante qui est de rejoindre les gens, mais essentiellement, mon rapport avec les diffusions du Met est assez... alors que quand on écrit un film, alors on l'écrit dans ce découpage, ça fait partie du langage. Merci. Georges, à Lorraine, peut-être. Lorraine, la question, c'est évidemment comment faire en sorte que cette expérience musicale qui est unique dans la musique contemporaine, qui ne compare à rien, c'est notre époque, c'est notre temps, comment faire en sorte que les plus jeunes, tu as dit, il y a beaucoup de jeunes compositeurs, mais moi, je pense à nos écoliers, à ceux qui n'ont aucun accès. Moi, mon éducation musicale a été faite par Radio-Canada. Il n'y a rien à faire. J'étais abonné aux émissions musicales de Radio-Canada, je les écoutais toujours. Et je me dis, mais ces jeunes-là, ils ont accès à toutes sortes de réseaux sociaux, ils ont accès à plein de choses, mais est-ce que ça va leur donner la clé? Alors, tu as dit, encore faut-il qu'ils la connaissent. Alors, comment faire? D'abord, il faut dire que les musiciens qui se consacrent vraiment à la musique contemporaine, en général, c'est les musiciens des ensembles, ils jouent, ils font tout, en fait, pour arriver à gagner leur vie, de toute façon. Donc, c'est justement cet aspect de ghetto, quand je disais, oui, on a envie de faire de la musique, en fait, on dit on fait de la musique contemporaine, mais en fait, on fait de la musique. Oui. Le problème, c'est qu'elle est identifiée comme quelque chose d'une espèce de bébite particulière et qu'il faut apprivoiser. Mais bon, on n'invente rien. Alors, l'éducation, ça commence avec les enfants, effectivement. Les enfants, pour les arts visuels, ils ont les deux mains dans la peinture et puis on leur impose pas de faire un arbre vert. Et puis bon, ils peuvent jouer avec la matière, ce qu'on ne fait pas avec la musique. Oui, ça se fait, mais c'est toujours grâce à une personne quelque part qui fait les choses comme ça, qui va permettre à des enfants de manipuler le son, de manipuler les textures, les trames et tout ça. Donc, ils vont découvrir une autre façon d'apprivoiser, une autre façon d'écouter.
tout simplement. Ce qui fait que même s'ils veulent ensuite avoir une formation plus traditionnelle, ils vont apprendre un instrument, ils doivent passer par un entraînement physique. Mais s'ils ont cette ouverture sur l'univers sonore, c'est déjà gagnant. C'était dans ce sens-là que je parlais de l'artiste visuel. Oui, c'est vrai que ça ne veut pas dire que les œuvres sont comprises et ça ne donne pas, c'est pas une solution miracle, mais il reste que si on a une présence dans notre univers sonore d'autres choses que ce qu'on entend effectivement largement, ça change l'écoute, donc peut-être ça peut inciter, ça ouvre l'esprit, quoi. Ça donne envie d'aller peut-être justement au concert, d'aller écouter autre chose qu'on ne connaît pas vraiment. Alors moi, je suis intéressé par ce que tu disais sur la question de la cacophonie. Bon, alors on s'entend tous, on vit une cacophonie. Et puis bon, on va imaginer que cette cacophonie va grandissante, mais est-ce qu'elle n'existait pas non plus, est-ce qu'elle n'existait pas aussi du temps, par exemple, de Jean-Sébastien Bach? Est-ce que notre mémoire et la distance et le temps et l'histoire ont extrait la perle de Jean-Sébastien Bach de tout un tapis, d'ailleurs qui a failli même disparaître? Il est passé un peu sous le tapis pendant un siècle et demi. Mendelssohn nous l'a ressorti. Donc ma première question, c'est est-ce que le phénomène de la cacophonie sous d'autres formes n'a pas toujours existé? Et l'autre question, c'est de ta carrière, puisqu'on parle d'extraire de l'histoire, je suis curieux de savoir, par exemple, quand à l'époque où tu as commencé, tu baignais dans un ensemble d'œuvres, on ne va pas appeler ça de la cacophonie, mais il y avait une abondance de musique. Et comment, est-ce que ta lecture à ce moment-là de ce paysage-là, est-ce que l'histoire en a fait 30 ou 40 ans ou 50 ans plus tard, est-ce que tu as est-ce que l'histoire t'a donné raison? Par où je commence? En fait, je prends la deuxième question. Il y a deux questions. La deuxième question, oui, j'ai été baignée, je me suis baignée. Au moment où moi, j'ai fait ma formation à Québec, en fait, et ensuite à Paris, quand je suis arrivée à Paris, et dans ma grande naïveté, je me disais, bon, je vais dans un endroit très conservateur, je ferai de la musique d'aujourd'hui quand je reviendrai, je vais faire ma formation classique. Ça a été exactement le contraire. J'étais là dans les années 68-70. C'est une grande époque. C'est l'époque où la radio, il y avait peut-être un concert tous les jours, sinon plusieurs par jour. Il y en avait des nocturnes, et musique contemporaine, musique, création, les grands festivals, Royan et tout ça. Donc, j'ai été entourée de ça. J'ai avalé des kilomètres de musique, effectivement, mais c'est pas une par-dessus l'autre, c'est une à la fois. Je dirais, quand même, je pense que c'est ce qui caractérise notre époque actuelle. Ça a quand même, la technologie a quand même beaucoup changé les choses. Bon, moi, j'ai connu le vrai téléphone. Il n'y avait pas de fax, il n'y avait rien. Les partitions, on les commandait chez l'éditeur selon ce qu'on voyait des extraits. On disait, ah ben ça, c'est peut-être intéressant. Donc, c'est un autre monde complètement. Maintenant, on est vraiment envahi par toutes sortes d'informations. Et ce n'est pas seulement les musiques populaires, c'est les musiques populaires dans le bon sens du mot, les musiques commerciales, les musiques du monde, les strates sont dans tous les sens, quoi. Je veux dire, il y a les musiques anciennes, les musiques contemporaines de toutes sortes. Bon, donc il y a une surenchère qui est énorme, plus le fait qu'effectivement, avec ces bidules qui nous donnent accès à toutes sortes de choses assez rapidement, on est quand même dans une époque de clip aussi, ou de rapidité. On veut avoir les choses tout de suite et on veut que ça réponde tout de suite. Donc le temps, la notion de temps, pour moi, c'est vraiment une chose qui me préoccupe toujours. Donc d'avoir le temps de faire les choses, d'avoir le temps d'emmagasiner quelque chose. Là, on peut papillonner toute notre vie, en fait, avec tout ce à quoi on a accès. Je crois que ce que tu viens de dire te permettrait d'enchaîner à une question à Georges, probablement. Est-ce que ça me permet? Hein? En fait, la question que je te poserai, c'est par rapport justement à la solitude du compositeur. Disons, prenons un compositeur qui écrit de la musique encore de façon pour les instruments. Est-ce
est-ce que c'est bien qu'il n'ait pas de la préoccupation de la communication? Parce qu'on nous dit ça beaucoup quand on prépare les concerts. Oui, mais est-ce que vous offrez les choses que le public veut entendre, ou bien si vous faites des programmes, on ne pense pas à ça? Personnellement, en tout cas, parce que au fond, autrement, on est piégé partout. Est-ce que tu crois que pour qu'il n'y ait pas ce fossé constant entre les créateurs et ceux qui peuvent recevoir cette chose, il doit y avoir une préoccupation sociale, une préoccupation de communication, ou si, lorsqu'on est vraiment possédé par une urgence d'écrire ou de composer ou de faire un tableau, on est pur et dur, on fait ce qu'on pense devoir faire et puis on offre en espérant trouver un auditoire. Moi, je répondrais en disant qui sommes-nous pour dire aux créateurs comment ils doivent s'engager vers la société? François le sait, par son beau film sur Gould, quand on analyse le rapport que Gould entretenait avec ses programmes de concert et qu'on les voit évoluer, c'est quand même formidable. Dans ses programmes du début, il tenait beaucoup à mettre toujours une œuvre de l'école de Vienne. Il avait une admiration pour Schoenberg, il avait une admiration pour Berg. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail de ça. Et puis, on voit dans sa correspondance qu'il doit négocier avec ses producteurs, qui lui disent exactement ce que tu dis. Écoutez, il faudrait quand même, vous savez, c'est San Francisco, essayez donc de mettre un peu de ceci et de cela. Et quand il rompt avec le concert en 1954, on dit toujours c'est parce qu'il ne supportait plus la salle, il ne supportait plus le bruit, etc. Mais il ne supportait plus les programmes. Et alors, il y a une intransigeance chez beaucoup d'artistes que personnellement je respecte complètement. Je comprends parfaitement le souci que tu exprimes et je conçois parfaitement aussi qu'il habite plusieurs créateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter de manière uniforme à un public des choses qui vont les choquer ou les faire sortir. Mais je pense qu'on est à une époque, on dit ça souvent, où tu dois en avoir l'expérience, dans la plupart des salles de concert, il n'y a personne qui bouge ou qui sort quand il y a une chose très difficile. Le scandale du sac du printemps, ça ne se reproduirait pas aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, il y a une attente, je pense, pour l'intransigeance, pour la dureté, pour une certaine exigence. Et moi, j'attends ça de l'écriture d'aujourd'hui. Moi, c'est sur la question du héros musicien. Est-ce qu'il a vraiment disparu? Est-ce qu'on ne l'a pas remplacé par une espèce de modèle superstar? Mais quand je définis ce héros en me référant à la manière dont il intervient dans le roman de Thomas Mann, lequel ne fait que répercuter la tradition du musicien occidental, le musicien européen, Kreisler, Hoffmann, etc., je le définis comme compositeur. C'est-à-dire que ce n'est pas le musicien en tant qu'interprète, c'est d'abord le compositeur. Et c'est celui dont l'œuvre va être reçue par la société à laquelle il l'adresse comme une œuvre attendue dans laquelle la société va se reconnaître. Et, Wagner, Verdi. Alors ça, ce sont des héros. Bon, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ce héros, oui, est complètement disparu, parce qu'il est remplacé d'abord pour une large part par l'interprète lui-même, le pianiste de génie, le chef d'orchestre de génie, et ainsi de suite, mais il est surtout remplacé par l'artiste populaire. Tu l'as dit toi-même, Lorraine aussi l'a dit, nos radios sont infestées de cette expression « dans mon dernier album ». Dans ton dernier album, eh bien, le dernier album, c'est des milliers d'albums, des dizaines de milliers d'albums, dans lesquels la figure héroïque, et je pense même que c'est le cas autant pour la musique populaire que pour la musique dite sérieuse ou savante, dans la musique populaire, le héros lui-même est disparu, parce qu'il n'arrive pas à, comment dire, surmonter la masse sur laquelle il doit se construire. Alors, à mon avis, c'est pas un mal.
C'est ce que j'ai essayé de dire dans ma dernière page, que j'ai un peu esquinté, et je m'en excuse, mais ce n'est pas un mal parce que ça ouvre un espace autre, où des créateurs comme toi, des compositeurs comme Evangelista, qui est merveilleux, viennent à la rencontre d'un public avec autre chose, sans figure dominatrice. C'est mon idée. Je ne sais pas où ce monde va se diriger. Je ne le sais pas. Je sais, c'est ce que j'ai vraiment vu en lisant les auteurs que j'ai cités, Eisler, Adorno et les autres, je sais que leur rêve des années 50, soutenu principalement par le marxisme, d'une figure héroïque du musicien capable de servir un message, une œuvre claire à une société, ça c'est derrière nous. C'est en gros ça que je veux dire. Alors, je voudrais terminer en remerciant très, très chaleureusement nos intervenants, Lorraine, François et Georges.